Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les Anciens. Alors aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir chez nous Eric Blondel, qui a été champion de France de kickboxing, plusieurs fois champion d'Europe, champion du monde. On va revenir dessus, qui a été responsable de la sécurité au PSG, qui a été conseiller du président à Saint-Etienne. On va revenir dessus, sur sa vie. Salut Eric, comment tu Bonjour, vas? comment ça va? Ça va super, je te remercie et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va très bien. Super, bah écoute, merci de nous honorer de ta présence sur le podcast des Anciens. C'est très gentil de me recevoir déjà parce que je pense que vous devez être sollicité et de me solliciter à mon tour. Je pense que c'est adorable, c'est Ouais, gentil, merci. ça nous fait plaisir. Juste avant qu'on commence, on va remercier le Café des Deux Stades. Oui, Donc, Café des Deux Stades ici, on est chez Café des Deux Stades de la Porte d'Auteuil. C'est un café qui se trouve entre le Parc des Princes et le Stade Jean-Bouin. Et c'est tenu par une jeune femme qui s'appelle Karine et Hervé. C'est un couple qui sont adorables et qui sont gentils de nous recevoir ce matin. super, en plus, dans un café mythique. Oui. Ah oui, oui, mythique, mythique, parce que ici, si tu veux, les deux stades, c'est un endroit où tu retrouves les joueurs du stade français rugby, il y a des anciens footeux qui viennent, des journalistes, il y a tout un amalgame de sports, de sportifs, d'anciens sportifs, de sportifs actuels qui viennent. On se retrouve ici bien souvent pour le pot de l'amitié ou pour manger une salade. C'est assez sympa. Bon, si tu le veux bien, dans le podcast ancien, ce qu'on aime, c'est revenir sur la vie des gens. Donc, généralement, on sait un peu ce que tu as fait dans ta carrière. Nous, on veut connaître l'homme, Eric, plus que le sportif. Donc, on va revenir dessus. Ma première question, c'est où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi? Moi, je suis né à Boulogne-Billancourt. Je suis né à Boulogne-Billancourt. Et se retrouver ici dans cet endroit, c'est assez particulier pour moi parce que j'ai été à l'école du Parc des Princes quand j'étais gamin. Ma mère était concierge aux 3 places du Général Stéphanique derrière là-bas. Et je suis un môme du quartier, pour ainsi dire, même si après, par la suite, il a fallu partir par vents et marées parce que la vie est ainsi. Mais je suis né ici, le fait est, ouais. Ouais, ouais. Je suis né à Boulogne et maman travaillait là-bas à la place Stéphanique. Mon papa était magasinier, mais j'ai pas eu la chance de le connaître longtemps parce qu'il est mort d'un cancer. J'allais avoir 17 ans. Et j'ai une sœur aussi qui a eu une belle carrière d'infirmière pendant toute sa vie, qui a été au service des gens et avec qui je m'entends très bien, qui a 6 ans de plus que moi, qui est mon D'accord. aîné. D'accord. Donc, comment ça se passait à la maison? Bah, à la maison, quand c'était difficile parce que on est des enfants qui ont été aimés quand même par ma maman et par mon papa. Mais si tu veux, financièrement, c'était compliqué parce que maman a un salaire de gardienne, c'est pas facile, donc elle a fait des ménages, elle a fait du repassage, elle a gardé des enfants pour avoir une qualité de vie meilleure, si Ouais. tu veux, tu vois. Même si, bien sûr, je pense dans les grandes lignes, c'était quelqu'un qui méritait beaucoup, beaucoup plus que ça. Elle aurait mérité d'avoir une vie meilleure, même si je pense que maman est heureuse et qu'elle a été très heureuse malgré tous les obstacles qu'elle a subis, parce qu'elle a déjà elle-même perdu son papa. Elle avait 6 ans. Ouais. Donc tu penses bien qu'on est dans les années 40 et quelques là, parce que maman est de 36, papa était de 33. Donc c'est une autre époque, mais je pense que elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle a bien fait les choses. Respect à maman et aux C'est parents en gentil, général. merci beaucoup. Merci. Euh, Comment s'est passée ta scolarité? Ma Tes premiers scolarité est pas? une catastrophe totale. Ah ouais. Nulle. Ma scolarité est une catastrophe. Je pensais qu'à me battre. Je supportais rien. J'arrivais pas à suivre. Rentrer dans un livre, c'était compliqué pour moi. Me concentrer pendant 1 heure ou 2 par rapport à un maître d'école à l'époque ou par rapport à après des profs et tout ça, c'était très compliqué. J'ai pas eu une bonne scolarité. J'étais pas bon du tout, mais pas bon D'accord. du tout. Assure. C'est certain. Ici, sur le podcast ancien, on aime bien rendre hommage aux parents. Est-ce que tu as des anecdotes pleines de valeurs, par exemple, avec tes parents, papa, maman, à la maison, ou pas forcément à la maison? Si tu veux. Alors moi, c'est anecdote avec mon père. J'en ai, mais avec le temps, les choses s'effacent parce que le cerveau est fait ainsi. Tu penses bien que moi j'avais 16 ans, je vais sur 62 ans, mais je me rappelle d'un père qui était attentif. Je me rappelle d'un père qui était assez dur mais juste, ce qui est important. Exactement.
Et c'était une personne qui était, comment dire, qui n'avait pas du tout, qui avait peur de l'injustice, qui aimait pas l'injustice. Il était très juste. D'ailleurs, comme on disait un peu tout à l'heure, c'est les générations de l'époque qui étaient quand même assez droites, où ça a beaucoup changé. Et je me rappelle des bons moments en vacances avec mes parents. On allait en Bretagne à Loctudy. On faisait du camping sauvage parce que papa, il aimait pas trop aller dans un camping où il y avait du monde. Donc, il fallait faire du camping sauvage tout seul dans un champ. Tout ça, c'était le caractère. Et on allait à la pêche ensemble. J'ai fait un peu de vélo quand j'étais gosse. Je faisais des courses cyclistes, tout ça. Mais j'étais pas bon non plus. Et, je me rappelle de tout ça. Mais mon père papa était un ancien boxeur qui avait boxé à la Via Club, où boxaient Marcel Ozzel et Jean-Paul Belmondo, Ah ouais. à Issy-les-Moulineaux. Donc, papa n'a pas fait carrière, mais il avait commencé à faire de la boxe amateur. Ouais, il boxait avec Jean-Paul et avec Marcel, sans savoir évidemment que par la suite, Jean-Paul est devenu le grand Jean-Paul Belmondo Ouais. que tout le monde connaît et tout le monde a connu. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est des anecdotes. Quand mon père regardait un combat de boxe, je me rappelle qu'il m'avait emmené voir Jean-Baptiste Piévache contre un Italien à la porte de Versailles. Mhm. J'étais pas bien vieux, j'avais 13 ou 14 ans. Piévache avait gagné contre l'Italien, troisième reprise KO. Et après, j'ai rencontré Jean-Baptiste Piévache, moi, par la suite, et je lui ai expliqué cette anecdote. Et c'était quelque chose qui m'avait marqué parce que mon père, aimant la boxe, m'emmenait au Palais des Sports pour voir un gala de boxe. Ça m'a marqué. Peut-être que aussi par la suite. Alors, par contre, ce qui est incroyable, c'est qu'il voulait pas que j'en fasse. Ah ouais, Il m'a d'accord. dit: «Tu feras pas ça, c'est un sport de con, on va pas prendre des coups dans la tronche pour rien, ça sert à rien». Évidemment, tu sais comment sont les ados et les enfants. Dès que papa a disparu, j'étais masqué dans une salle de boxe. Voilà, bon. Et avec maman, si tu veux, maman est une personne qui s'est toujours concentrée pour ses enfants, qui a toujours été faire de sorte qu'en fin de compte, ses enfants manquent de rien malgré la difficulté de l'époque et la difficulté financière. Maman s'est battue corps et âme pour que ma sœur et moi, nous manquons de rien. Et ça, je souhaite à tout être au monde d'avoir une mère comme ça. C'est une mère vraiment très particulière, qui a donné le même amour qu'elle m'a donné à mes enfants, qui donne le même amour à ma femme, Kenza aujourd'hui, qui est quelqu'un qui est vraiment une personne aimante, quoi, une personne formidable. Franchement, c'est pas parce que c'est ma mère, mais c'est une personne vraiment particulière. Ah, c'est beau. C'est beau. Étant donné que tu t'en parlais, est-ce que on peut revenir sur l'épisode de la perte de ton papa? Comment tu l'as vécu en sachant que tu étais très jeune à ce moment-là? Je l'ai vécu très mal parce que déjà, tu comprends pas ce qui t'arrive. Parce que du jour au lendemain, quand on te dit voilà, ma mère un jour rentre, m'a dit ton père ça va pas, il est malade, tout ça. Bon, j'avais bien vu que papa il se dégradait petit à petit par rapport à la perte de poids. Il avait un cancer de la gorge. Peut-être qu'aujourd'hui, il aurait peut-être été sauvé aujourd'hui avec les nouvelles technologies médicales qu'il y a, mais à l'époque, ça s'est pas passé comme ça. Et il a eu une tumeur à la gorge et il est décédé. Et je me rappellerai toujours maman quand elle est arrivée le matin, qui m'a dit qu'il faut que je te parle. Ton père vient de partir, il nous a quittés. Voilà. Il va falloir que tu sois très fort. Je me rappelle de ces mots. Elle m'a dit comme ça, il va falloir que tu sois très fort. Elle avait 46 ans à l'époque. Hein. Papa en avait 48, 2 ans d'écart. Il va falloir que tu sois très fort. Bon, 3 ans d'écart, pardon. Hein. 33 et maman de 36. Donc voilà, mais qu'est-ce que tu veux, c'est l'histoire d'un adolescent qui a perdu son père très jeune, qui a vu sa maman se battre pour pouvoir manquer de rien. Voilà, même s'il n'y avait pas le plus, il y avait l'essentiel. C'était l'amour qu'une mère peut donner à ses enfants. Ensuite, tu nous as dit que tu as commencé la boxe une fois que ton papa nous a quittés. Oui. Donc, c'est que tu as commencé la boxe assez tardivement. Assez tardivement. Il faut savoir que dans les années 80, la boxe thaï et le kickboxing commencent à arriver. Donc en boxe thaï, tu as la salle à Brisson, tu as la salle à Jacques Mérez, France Muay Thai, rue Malbranche, tu as le Derek Boxing, tu as Couider, que vous connaissez, qui arrive dans le milieu, tu as Jaïd, tu as toute cette génération, François Kepler,
Tu as Tyroliens qui arrivent comme ça et qui sont des mecs d'un certain niveau, à l'époque, beaucoup plus forts que moi, parce que moi, j'arrive. Et eux, ils sont D'accord. déjà, comment dire, champions. Sauf Guillaume Carner qui est arrivé après parce qu'il est plus jeune, mais lui qui a fait une énorme carrière, hein. Donc, si tu veux, euh, c'est cette époque qui m'a franchement marqué, si tu veux. Tu vois, je suis arrivé dans la boxe grâce à ça. La boxe anglaise, j'ai pris par la suite pour pouvoir me perfectionner. Mais comme la boxe pied-point, la boxe taille devenait moderne à l'époque, dans les années 80, c'est là que ça a commencé à arriver. Je me suis accroché à ça. Et j'aimais voir des, des low kicks dans les sacs, des high kicks, des middle. Je disais, putain, ils ont des cannes. Putain, la première fois que je suis arrivé chez France Muay Thai, chez Jacques Mérez, j'avais 17 ans, donc je venais de perdre mon père. C'est mon ami Christian Chiez, Cruchot, qui est mon ami d'enfance, qui a vu que j'étais pas très bien. Donc il me dit, mais viens faire de la boxe avec moi. Je m'entraîne à Balbranche, là-bas, chez Mérez. Il y a un grand maître qui s'appelle Poupatnoï qui est là-bas. Viens t'entraîner avec nous, tout ça, machin. Donc je suis parti commencer à m'entraîner là-bas avec eux. Mais grâce à lui, c'est lui qui m'a sorti un petit peu de cette spirale négative d'un ado qui a perdu son père, quoi, qui est très mal. Même évidemment, par la suite, ça m'a pas, ça m'a pas, si tu veux, totalement guéri, mais ça m'a permis de passer à autre chose, enfin d'oublier, de me concentrer sur ça. Et ça a été une bonne expérience. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu as trouvé quelqu'un qui pouvait être pour toi une figure paternelle? Non, pas à cette époque. Pas à cette époque, parce que à cette époque, Christian, oui, qu'on appelle Cruchot, Christian Chaise, oui, comme il est mon aîné de 2 ans, euh, 3 même, je pense on a 3 ans d'écart. On est dans une génération où les anciens, où l'aîné compte plus que celui qui est en dessous. D'accord. Tu vois. Donc j'avais pour lui ce profond respect que j'ai toujours d'ailleurs, hein. C'est mon ami tout le temps, on se voit régulièrement. Et par contre, l'histoire de me dire, il peut, entre guillemets, par rapport à l'exemple, remplacer mon père ou remplacer... non, parce que j'avais encore mon grand-père paternel Ok. qui avait pris un peu, psychologiquement pour moi, le relais. Parce que lui, c'est les années 1900, hein, il est né dans ces années-là, donc tu penses bien que 1903, 4, je sais plus, c'était encore plus dur que la génération de ceux qui sont nés en 1930. Donc, mon grand-père, Gustave Blondel, était en captivité pendant 6 ans. Il Ah était ouais. prisonnier des Allemands. Il a fait la guerre de 39-40. Donc, c'est des mecs que j'appelle des hommes qui sont durs et qui ont le sens des valeurs et du respect. Tu comprends? Et voilà. Et donc, j'avais beaucoup plus de comment expliquer? J'avais beaucoup plus de repères après sur mon grand-père, qui, que j'ai vu souffrir quand il a enterré son fils, donc mon père. Ouais. Donc, si tu veux, il y a un relais qui s'est fait automatiquement, tu vois, sur l'âge et sur le respect. C'est mécanique, en fait. Ouais. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter avec lui? Parce que ça m'intéresse pas mal. Il est né en 1900, il a participé à ton éducation. Est-ce qu'il y a des choses dont tu te souviens? Il avait un truc que j'adorais, c'est qu'il était ferme et catégorique. C'est-à-dire que j'ai toujours pris un peu de ça de mon grand-père. Euh, la ponctualité, le respect, le goût du sacrifice, le goût de l'effort. Je pense que c'est important dans la vie, ce qui m'a servi en plus, pardon, pour le sport par la suite. Mais je pense que c'est important d'avoir fondamentalement ces bases. Quand tu as ces bases dans la vie, que tu sois sportif, que tu sois un ouvrier, que tu sois n'importe quel métier, et que tu as ce sens-là, tu peux réussir. Ça t'a déjà un atout pour avancer. Si tu es irrespectueux, si tu ne traverses pas dans les clous, enfin, tu vois, automatiquement, c'est pas quelque chose qui va te donner un avantage. L'avantage fait que faut savoir dire merci, il faut savoir dire au revoir, il faut savoir reconnaître ce que font les gens pour toi. Et ça, je trouve que c'est important. Des choses qui se perdent aujourd'hui, hein. Voilà, aujourd'hui, c'est un peu catastrophique. Ouais, effectivement. Effectivement. Je vais revenir au côté boxe taille. Comment
comment tu as commencé tes gammes et comment tu es monté aussi vite? J'ai commencé mes gammes, donc comme je t'ai dit, quand je suis parti là-bas chez France Muay Thai, quand Christian, mon ami d'enfance, m'a emmené là-bas. J'ai vu des Laotiens, j'ai vu des Vietnamiens, j'ai vu, tous ces mecs qui envoyaient des low kicks à la vitesse, putain, je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est que ces mecs, les low kicks qu'ils envoient, des crochets, des uppercuts?» Je me dis: «C'est ça que je veux». J'ai dit: «Moi, je veux être ça, je veux à tout prix être ça», tu vois? Et en fin de compte, tu te rends compte d'un truc, c'est que tu tu t'es tu te dis: «Mais est-ce que je peux y arriver?» Et à un moment, j'ai dit: «Écoute, la vie te donne pas la chance d'avoir ton père, de connaître ton père toute ta vie, il faut que je sorte de ça. Et je vais m'entraîner doublement, et je vais m'entraîner encore plus». Et puis je suis monté petit à petit. La première année, ils m'ont fait faire un combat. Je suis parti boxer à Vigneux-sur-Seine, là-bas. Si mes souvenirs, je crois que le stade s'appelle, le gymnase s'appelle le stade de l'Aune, si mes souvenirs sont bons. Et j'avais boxé un mec qui s'appelait Wilson, qui était beaucoup plus âgé que moi. Et moi, j'avais 17 ans, 17 ans et demi. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'on s'entraînait chez France Muay Thai à Malbranche. Il y avait un ring, mais il était de plein pied. Il n'était pas en estrade comme un vrai ring normal. Et quand je suis monté pour la première fois en combat à Vigneux, je me retrouve à monter des marches, 3-4 marches, pour monter sur le ring. Tout d'un coup, je voyais les gens au public, c'était comme ça. C'était ça qui m'avait le plus impressionné. C'était pas le mec qui était en face de moi. C'était les mecs qui étaient autour de moi, et moi, je me retrouvais en hauteur. Parce que je m'étais jamais entraîné sur un ring normal, en D'accord. hauteur, quoi, sur ce qu'on appelait un ring. C'était un ring qui était comme tu peux trouver dans beaucoup de salles, hein, Ouais. à ras du sol. Et ça m'avait impressionné. J'ai dit: putain, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe plus des gens ou je m'occupe du mec qui est en face de moi? Bon, mais voilà, bon, que c'est une anecdote qui est particulière. Voilà, ça a commencé comme ça à 17 ans. Puis après, j'ai enchaîné. Là-bas, ils m'ont fait faire des combats régulièrement. Et je suis monté petit à petit, mais on est dans une époque où moi, je suis de la 83-12, j'ai fait l'armée, j'étais dans l'artillerie. OK. Et donc, je suis parti faire l'armée. Au départ, je suis appelé à Rastatt, en Allemagne. OK. Donc, je fais escale à Metz. En quelle année ça? Je suis de la 83-12, donc c'est OK. en 83, décembre 83. Et je fais Paris, Metz, Metz, Rastatt. Arrivé à Rastatt, t'es pris par un gradé. Il était reçu, là, on était dans le train, il y avait que de partie de Paris, t'avais tous les mecs du contingent, hein. C'était des appelés à l'époque, c'était obligatoire. Ils veulent revenir là-dessus, là, je sais pas de quelle manière, parce qu'on n'y comprend rien, mais bon, ils veulent revenir là-dessus, quoi. Après, on va dire que le réchauffé, c'est pas bon, mais des fois, ça a du bon. Parce que Ouais. quand ils ont arrêté l'armée, ils ont fait une sacrée connerie, hein, je peux te le dire. Parce que l'armée, ça te permettait de te faire des amis, ceux qui étaient jamais sortis de leur cocon familial, tu vois, de rencontrer des potes, d'apprendre la ponctualité, savoir faire un lit, manger avec les uns, avec les autres, connaître plein comment dire, de caractères différents, de façons de vivre différemment. Et là, quand tu arrives à l'armée et tu as des mecs qui te disent ce qu'il faut faire et qui t'obligent à te lever le matin à 6h30, enfin, il y a une discipline que j'aime, hein, qui peuvent faire des hommes et qui peuvent en sauver certains. Donc voilà, j'ai perdu le fil. Tu me parlais à un moment donné, tu étais, au niveau de la boxe et puis tu pars en Allemagne avec, Merci. Et je avec pars donc, je suis appelé à partir en Allemagne. Mais comme je prépare les championnats de France de boxe thaï, Jacques Mérez a vu avec à la fédération pour me faire un papier comme quoi qu'il fallait à tout prix que je fasse l'armée en France, que je prépare les championnats de France. Donc en fin de compte, grâce à ça, je suis revenu en France et je suis parti au premier AMA à Montlhéry. Au départ, je suis appelé en Allemagne. Et en fin de compte, j'ai fait mon armée en Allemagne, j'ai fait mon armée pardon, à Montlhéry, j'ai fait mon mois de classe et ensuite, par la suite, j'ai été prof de sport. Donc je conduisais les gradés, j'ai passé mes permis, d'accord. j'ai passé mon SPL, c'était 19 tonnes à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça. J'ai passé mon permis de voiture, j'étais prof de boxe, prof de sport. Tu sais, à l'armée, c'est un peu particulier, tu sais, on te met un peu dans une case et tout, mais j'aimais bien parce que j'entraînais les gradés, tout ça. J'avais la salle de boxe que pour moi, la salle de musculation que pour moi. C'était bien. J'ai des bons souvenirs de l'armée. Très, très bons souvenirs. Tu es resté combien de temps? Un an, Non, parce qu'à 1 an. l'époque, c'est un an. Ouais. Je me rappellerai qu'il y avait le chef venant qui était venu me voir quand mon armée se termine. Il me dit: Eric, nous, on cherche des sportifs de ton profil. Si tu veux,
je peux pousser pour que tu sois un militaire de carrière et tout. Je fais non, non, moi je veux pas être militaire de carrière. J'aime le fonctionnement, hein, c'est pas mal, il y a des choses qui sont bien, mais je veux ma liberté parce que je veux me lancer dans la boxe et tout. Ah bon. Et il voulait que je reste, il voulait que. Bon, je suis pas resté, je pense que j'ai eu raison quand même. Quand on voit la suite, ouais, ça Ouais, t'a donné peut-être, raison. peut-être. Pas eu trop tort, disons. Ouais. Quand tu étais à l'armée à ce moment-là, tu continues à t'entraîner et à combattre ou juste à t'entraîner? Non, je pouvais pas combattre parce que j'avais pas juste à m'entraîner. OK. J'avais pas de possibilité parce qu'un combat, de toute façon, t'es à la caserne, t'es obligé d'y être tous les jours, hein, donc je pouvais pas mettre les gants comme je voulais. Il y avait pas des mecs de mon niveau là-bas pour OK. pouvoir, tu vois, mettre les gants, préparer mes combats. J'avais pas de possibilité pour pouvoir aller m'entraîner chez Jackie, tu vois, à Malebranche et tout. La rue Malebranche, elle se trouve à côté du Panthéon. La salle était là-bas, chez Jacques OK. Mérès, tu vois. Et qui a rien à voir avec le quartier, hein. Je ne peux pas imaginer un seul D'accord. instant qu'il y ait une salle comme ça à côté du Panthéon qu'il y a eu à l'époque. Ouais, D'ailleurs, j'imagine, ouais. Guillaume Carner, il sort de Ouais. là, hein. Il est arrivé, Guillaume, juste après moi, parce qu'il est plus jeune. Il sort de là, qui a fait une immense carrière aussi, qui a boxé en Thaïlande, c'est un grand, grand champion. Et on ne peut pas imaginer ça un seul instant, tu vois. Mais ouais, c'était une belle époque. Et une époque que malheureusement, je suis hyper nostalgique quand tu dois t'en rendre compte à chaque fois. Mais Mmh. c'est vrai que c'est pas le fait que ça me manque. C'est le fait de voir que ça change. Il me Ouais, gêne, tu vois, les mentalités des gens. Ça me change. Ça me choque. ah, je comprends. Donc tu termines l'armée, ensuite tu Oui. te remets à la boxe. Oui. Quelle a été l'évolution à ce moment-là? Bah, l'évolution, c'est que je repars chez Jackie, je m'entraîne et puis là, je recommence à faire des combats intensément. Il faut savoir qu'à l'époque, on monte en classe A, en classe B, en classe C. Mmh. C'est pas comme aujourd'hui où tu es amateur, puis après tu passes pro si tu as un peu de possibilités. Et je fais mes combats petit à petit, ça se passe relativement bien, mais il faut savoir que malheureusement, moi je boxe en 82 kilos, 81, 800. Il n'y a pas beaucoup Ouais, de combattants. Tu vois, il y a plutôt des tailles moyennes ou des petites tailles. Et il n'y a pas beaucoup de combattants. C'est pour ça que quelques années plus tard, je me suis lancé dans le kick. J'ai arrêté la BT, tu vois, et je suis rentré en kickboxing, une fédération qui était tenue par Francis Abdaoui. C'était la WKA. ouais. Et cette fédération-là m'a donné ma chance pour que je monte au titre, tu vois. France, Europe et monde, tu vois. Et comment ça s'est passé? Comment était ton premier combat, enfin tes premiers combats pour devenir champion de France Bah et écoute, ensuite champion d'Europe? en fin de compte, quand tu es amateur, tu as une évolution de carrière qui se fait mécaniquement. Et après, on se dit, tiens, ce mec-là, il a un petit truc en plus, ou il a pas un petit truc en plus. Mais après, c'est à toi d'intéresser des promoteurs. Ouais. Tu prends une licence professionnelle ou tu la prends pas. Ici, ils estiment que tu peux pas être professionnel, les fédérations, ils te la donnent pas parce qu'ils disent qu'il Mmh. n'a pas le niveau. Mais j'avais le niveau, donc j'ai réussi à passer pro. Et petit à petit, c'est comme ça, j'ai commencé à faire des combats d'encadrement, après des championnats de France, championnats d'Europe et championnats du monde. Si tu me demandes de te donner une anecdote de mes 49 combats, je suis impossible de te les donner parce qu'il y en a, je ne me rappelle plus. Tu comprends, c'est compliqué. C'est tellement vieux. Il y a des combats importants que je me rappelle, évidemment. Mais il y en a tellement que. Tellement. Je me rappelle un beau KO que j'ai pris quand même, c'était à la locomotive parce que à l'époque, il faut savoir, dans les années 90, tu as 88, 89, 90, par là, tu as les lundis box à la locomotive. D'accord. Ah, ils organisaient tous les lundis soirs, une fois par mois, pardon, un gala de boxe à la locomotive. Et j'ai commencé à boxer là-bas. Mais la locomotive, moi, ils me connaissaient parce que je faisais la sécurité. J'ai fait la sécurité longtemps, pendant pas mal de temps là-bas, à la boîte de la locomotive. Et donc, ils avaient organisé des galas de boxe là-bas. Et quand j'ai eu ma première licence professionnelle, j'ai fait mon premier championnat de France là-bas à la locomotive. Parce que comme je connaissais Emmanuel Bolling et Fred Bolling, et Kelly, qui étaient les patrons de la locomotive, et quand mes promoteurs ont été le voir, on dit voilà, on va monter un championnat de France pour Eric et tout, machin. On sait que vous faites les lundis box. Ah oui, oui, ça nous intéresse et tout. C'est comme ça qu'ils m'ont suivi après que ils ont été partenaires un peu de l'évolution de ma carrière, tu vois. Ensuite, tu as été champion de France. Ouais, Juste entre-temps, est-ce que tu es déjà parti en Thaïlande? non, jamais. Alors ça, c'est le regret de ma vie. Faut savoir que moi, à cette époque-là, je suis père et que ça m'est très, très difficile
de partir parce que j'ai un de mes fils qui est de 88 et l'autre qui est de 96. D'accord. Ils ont 8 ans d'écart. Donc, c'est l'époque où j'aurais dû partir en Thaïlande avec. Parce que Jackie, il organisait tous les ans des voyages de 15 jours, 3 semaines là-bas en Thaïlande avec les meilleurs combattants. Donc, je faisais partie. Donc, il m'avait dit plusieurs fois, Eric, il faut partir en Thaïlande, partir en Thaïlande. Et je suis pas parti en Thaïlande. Non, c'est pas un voyage que j'ai fait. J'aurais voulu partir dans un camp pendant quelques temps là-bas. Mais Vincent, mon fils aîné, venait de naître et il était hors de question que je m'en aille. C'est pas possible. Ah, je comprends. Tu as été ensuite. Déjà, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais pris un KO. Si Ouais, je j'ai dis pris pas un de KO. bêtises, c'est ta seule défaite Ouais, sur c'est les ma seule 49 défaite. combats. Ouais, ouais, exactement. J'ai pris un KO parce que à l'époque, je suis champion d'Europe WK et Luc Verheyen, le Hollandais, il est champion d'Europe ISK. Et la fédération et les promoteurs et la locomotive décident d'unifier cette ceinture. Donc, ils veulent monter une ceinture WKC où ils se disent voilà, le champion ISK contre le champion WK. D'accord. Et donc, ils font une ceinture WKC. Et le vainqueur rencontre Kaman. Donc, je me retrouve à la locomotive à boxer Luc Verheyen, un Hollandais qui était chez Royers. Et j'ai pris un KO à la deuxième reprise. Me demande pas comment ça s'est passé, parce que je m'en rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé, j'étais assis sur la chaise. KO, net. Deuxième reprise. Première reprise, on se tient un peu, puis il y a un coup, je crois que j'ai pris un crochet gauche, je n'ai pas vu arriver. Et je suis parti les 4 fers en l'air. C'est des choses Ouais. qui arrivent. Ce qui est fou, c'est que c'est ta seule défaite sur C'est les la seule 49 défaite, combats. oui. Donc Oui. ensuite, tu as enchaîné avec les ceintures. Tu peux un peu nous raconter ça? Si tu veux, ensuite, j'ai voulu faire une revanche. Et la revanche n'avait pas pu avoir lieu parce que lui allait boxer Kaman derrière. Et j'ai eu un blanc, moi, pendant quelques temps. Parce que j'étais pas bien, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas ce que je pensais, tout ça. Et ça m'a pas. Si tu veux, ça m'a stoppé dans mon élan. Tu vois, je me suis dit, je suis peut-être pas le boxeur que je pense. Tu vois, je suis peut-être pas si bon que ça. Tu sais, tu doutes après des choses, tu vois. C'est normal, parce que quand tu te retrouves avec un chaos pareil, tu te dis, mais putain, merde, moi je pensais pas que un jour j'allais prendre une branlée pareille et tout, à la locomotive dans mon univers, où il y a ma famille et tout, tu vois. Donc c'était compliqué pour moi psychologiquement. Donc j'ai eu un blanc pendant presque 2 ans, tu vois, où je voulais plus entendre parler de rien et tout. Je m'étais mis à faire un peu de musculation, tout ça, tu vois. Puis après, petit à petit, je suis revenu. Et puis voilà. Et après, on a demandé une revanche par la suite, parce que lui, il a eu ses combats. Lui, il a refusé, il voulait arrêter. Et après, on a fait une proposition pour boxer Kaman. Et comme je t'ai dit, on était parti avec mes promoteurs là-bas à New York, parce qu'à New York, ils voulaient organiser Kaman Blondel. Mais là-bas, ça les a pas intéressés. Pourtant, Gilles Naudin, qui était mon promoteur, on est parti là-bas, on est resté pendant une quinzaine de jours. Et ça a été un coup d'épée dans l'eau, parce que malheureusement, ça s'est pas fait. Et nous, si on avait eu, si ça s'était amorcé, si tu veux, on contactait derrière, mon promoteur contactait directement le coin Kaman mais financièrement, ça les a pas intéressés. D'accord. Comme je te disais tout à l'heure, on n'avait pas l'aura de l'anglaise de l'époque. Où à l'époque, tu as des Roberto Duran, Marvin Hagler, Thomas, Ernst Duran, tu as Tyson qui arrive, et tout d'un coup, Blondel Kaman Blondel aux États-Unis, je pense qu'ils en avaient rien à foutre. Tu vois. Mais nous, ça nous intéressait de faire un gros truc. Tu vois, à l'époque, mon promoteur, qui était un mec qui n'avait pas peur de se lancer, crois-moi, voulait à tout prix faire ce combat contre Kaman. Alors attention, hein, Rob Kaman, pour moi, le plus grand champion de l'histoire de la boxe pied-point chez les mi-lourds. J'ai un respect profond pour Rob qui nous a quittés il y a 1 an et demi. J'ai pas dit que j'allais gagner, j'ai pas dit que ça aurait été facile. J'ai pas dit ça du tout, je dis tout simplement que j'aurais voulu le rencontrer pour avoir ma chance. Je pense en toute honnêteté que ça aurait pas été une partie de plaisir. Imagine. Il faut rester dans l'humilité. Je pense que on l'est pas trop quand on est boxeur, mais avec le recul, il faut quand même se rendre compte des choses. Je pense que ça aurait pas été simple. Mais pas simple du tout. Mais bon, on aurait essayé. Est-ce que tu sens que les ceintures que tu as gagnées étaient un aboutissement? Non. D'ailleurs, c'est très marrant que tu me poses cette question, parce que j'ai toujours pensé que ce que j'ai fait, je l'ai bien fait, mais j'ai toujours pensé que j'étais pas un phénomène. D'accord. Pourquoi ça? Je sais pas, peut-être
Le fait de ne pas avoir pu rencontrer Kaman, qui lui était le top pour moi, j'aurais été un phénomène si je l'avais battu. OK. Oui, j'ai battu des grands champions comme Farid Benatia ou Makiwara ou Nicolas Marucci ou Idriss Kelafi. Peu importe, j'ai battu des mecs qui avaient un certain niveau, il n'y a pas de problème. Mais je me mets, moi, dans ce niveau-là. Et après, t'as Rob Bien. Kaman, t'as Rick Rufus. Tu comprends? Ouais. C'est, je pense que. Alors, je sais qu'il y en a qui vont écouter ça, qui vont dire non, mais pourquoi il dit ça? Il est bête et tout, il se dévalorise. Non, faut savoir dans la vie toujours où on se place. Et je pense que ce que je t'ai dit, ce que j'ai fait, je l'ai pas mal fait. Je pense que j'ai fait des choses pas mal, mais je pense que j'étais pas un phénomène. Je le pense sincèrement. Tout à l'heure, tu nous parlais de ta boîte de sécurité. C'était, donc tu avais ta boîte et dans les années 90-95, à ce moment-là, alors ta salle de boxe n'était pas très loin d'ici, à ce moment-là où tu t'entraînais? Oui, parce il y a alors attention, il y a le pied-point chez Mérez, Ouais, rue Malbranche, mais tu as aussi, pour me perfectionner en anglaise, il y avait au Paris Saint-Germain Boxe à l'époque, c'est il y avait ça. un PSG Omnisport, et il y avait Gilbert Delay qui était avec René Aquaviva qui donnait cette salle. Et moi, j'allais me perfectionner au Paris Saint-Germain, qui était dans le Parc des Princes, en bas. Après, en 98, quand pardon, il y a eu la Coupe du Monde, ils l'ont arrêté, ils ont enlevé le matériel, ils ont fait des bureaux et tout, ils ont fait des trucs, mais ils se sont complètement. Bon, peu importe. Et donc, ils ont arrêté cette salle de boxe. Et moi, j'étais me perfectionner en anglaise là. Et même René Aquavia, pendant un moment, il voulait que je prenne une licence pour monter en anglaise. Mais j'avais tellement de défauts parce que faut savoir que quand tu fais de l'anglais, c'est pas les mêmes appuis avec les jambes que quand tu fais OK. du pied-point. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Et, et donc, j'ai pas pris du tout de licence en anglais. J'ai continué à m'entraîner, j'ai continué à monter en kick. Et c'est vrai que là-bas, j'ai rencontré Jean-François Domergue. Et Jean-François Domergue, qui était le responsable de la sécurité du Paris Saint-Germain, il faut savoir que Jean-François Domergue, c'est un international qui a fait partie de l'équipe de France. Il était arrière-gauche, il a fait partie de l'équipe de Exact. France avec Michel C'est Platini, ça, ouais. avec Luis Fernandez, tu sais très bien que j'ai une Ouais. proximité avec Luis, avec Alain Giresse, avec Tigana, avec Joël Batz et tout ça. Donc automatiquement, quand Jeff il vient me voir, il me dit écoute Eric, j'ai appris que travaillant la sécurité, voilà, bon, nous on voudrait là-bas au camp des loges un sportif parce que là-bas ils sont amenés à sortir du site pour aller courir dans les forêts de Saint-Germain. Et on sait qu'il y a eu des joueurs qui ont eu des soucis. Alors là, est-ce que ça t'intéresserait? Je dis moi dans ma tête, j'ai dit moi je m'entraîne. S'il y a besoin de faire leur sécurité dans le site et puis après partir en survêtement avec eux pour aller courir en forêt, pas de problème. Et en fin de compte, ça s'est passé comme ça. Ouais, OK. On s'est retrouvés à 3 là-bas. Il y avait un garçon qui était Jean-Paul Méard qui travaillait avec moi. Et puis il y avait, s'il m'écoute, il va m'en vouloir, je me souviens plus de son nom. Bruno Gilliard, qui D'accord. était avec moi. On était tous les trois, puis moi j'étais amené à être plutôt détaché au niveau de responsable, à partir avec les joueurs, courir à droite à gauche. Comme je m'entraînais, comme je préparais mes combats, ça se passait très bien, tu vois. C'était quelque chose que je gérais très bien, tu vois. Il y a Tu arrives pas à de- allier le tout, hein. Oui, puis après j'ai eu une proximité avec les joueurs. Après ils venaient me voir boxer, tout ça, quand il y avait des combats, c'était bien, c'était top. Est-ce qu'à ce moment-là, tu des bon déjà, j'imagine que tu aimais énormément le football à ce moment-là? Est-ce que tu Oui, étais supporter du PSG? oui. Déjà à ce Et moment-là? oui, parce que moi, comme je suis un môme du quartier ici, j'ai commencé à aller voir les matchs au Parc des Princes avec mon père. D'accord. Donc déjà, c'était le Paris Football Ouais. Club à l'époque. C'est très marrant parce que tu as vu où on est ici. Donc Exact. en ce moment, tu as le PFC Au stade Jean-Bouin? qui est en Jean-Bouin, qui vient de monter en première division cette année. Mais moi, à l'époque, quand je vais au Parc des Princes, le PFC, il joue avec Djorkaeff et il joue avec un joueur qui s'appelait Poubelle. Ici au parc, et de temps en temps à Jean-Bouin, ça dépendait un petit peu de l'influence, je pense, qu'il pouvait avoir au niveau de plan médiatique, au niveau du cahier des charges qui devait coûter cher ou peu importe. Et le Paris Saint-Germain a commencé à arriver à ce moment-là. Et moi, j'étais à PSG, entraîneur Juste Fontaine, Jacquinovi défenseur central, Pantelic dans les Ouais, buts. Je peux t'en citer hein, ouais. des joueurs. Mustapha Daleb? Ah. Moustapha, quel joueur. Ah, Moustapha, il est venu me voir boxer, c'est ça qui est incroyable. Quel joueur. Un ami, hein. Un ami. Très bonne personne. International algérien qui a fait la pluie et le beau temps ici. C'était un joueur extraordinaire. Il faut savoir Ouais. que au Paris Saint-Germain, à l'époque, je pense que les grands numéros 10 qu'il y a eu, Moustapha Daleb, ça fait de Suzy.
pour moi. C'est à peu près Suzy qui a remplacé un peu d'Aleb après, tu vois ce que j'ai. Puis après, il y a eu l'ère, comment dire, Qatar qui arrivait derrière et tout ça, tu vois. Bon, nous, on a eu Rai, on a eu tous ces grands joueurs numéro 10 et tout, Valdo, tout ça. Ouais, c'est une autre époque. Donc, comment ça se passe? Tu es supporter du PSG, tu arrives à la sécurité au PSG. Oui, mais non, mais c'est vrai que tu dis ça à un cheval de bois, il te met un coup de pied. Parce qu'il va pas comprendre et dire, mais attends, lui, mais c'est la vérité. J'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que quand la boxe, je suis rentré au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, je suis arrivé au Paris Saint-Germain par la petite porte. J'ai terminé sur le banc de touche à côté de Luis Fernandez. Donc bon, il y a eu une évolution de 8 ans là-dedans, si tu veux, tu vois, où il a fallu faire de sorte, en fin de compte, que, tu te fasses accepter par les autres, t'amènes ta légitimité, et puis tu sois disponible pour eux, tu vois ce que je veux dire. Donc ça amène beaucoup, 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 beaucoup de choses, tu vois. Mais c'est vrai que supporter du Paris Saint-Germain, au départ du PFC, puis après du PSG, savoir que le PSG à l'époque, c'est pas le PSG d'aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Exactement. Quand tu te retrouves en finale ici en Coupe de France contre Saint-Etienne ou contre Nantes avant, tu te dis, ça y est, on commence à y arriver. Mais il faut savoir que moi, c'est une époque où Saint-Etienne domine le football français, Nantes aussi, Nice aussi, Bordeaux arrive ensuite, domine, tu vois. Et Paris un peu après, tu vois. Non, mais c'est vrai, je peux comprendre. Mais j'ai eu cette chance d'enchaîner de la boxe au Paris Saint-Germain et d'avoir mon évolution dans le football par la suite. J'ai eu cette chance-là. J'ai saisi les bonnes opportunités. Des fois, le train, il passe devant toi. C'est ça. Faut sauter dedans. Il passe pas 2 fois. Souvent. Attention à ça. Est-ce que tu as des anecdotes avec ce PSG-là? Parce que tu étais présent quand Paris a gagné la C2, la Coupe des Coupes. Oui. J'imagine que tu dois avoir des anecdotes. J'en ai une en tête, mais d'abord, je vais te laisser parler. Les anecdotes, j'en ai plein parce que déjà, on s'en va pendant 2-3 jours là-bas, la mise au vert et tout, avant le match et tout. Et je me rappelle de Louis qui était assez tendu, si tu veux, tu vois, qui était il était assez hard et tout. Et j'ai un truc qui m'a frappé, c'est quand Bruno Ngotti marque, je suis juste derrière le but. Quand il marque sur le coup franc, ça va être finale en 96. Cette frappe forte qui part à terre et qui finit petit filet là, le long du poteau. Moi, je suis juste derrière les buts avec 2-3 joueurs. Tu vois. Et ça m'a marqué parce que je suis derrière le but et je suis à 2 mètres. Hein. Derrière moi, il y a la tribune où il y avait tous les Parisiens. Ils marquent de ce côté-là. Et après, moi, quand le match continue, je suis toujours derrière le but. Et quand le match se termine et qu'il gagne la Coupe d'Europe, Louis, il court. Il court. Il arrive derrière le but. Il va devant les supporters. Et il est comme un fou. Il faut savoir que là, il a gagné une Coupe d'Europe. Il est comme un fou. Hein. Et il passe à côté de moi. Il me tape dans la main. Il va voir les... Ça, c'est des choses qui sont marquantes. Ça m'a marqué parce que faut savoir que quand on gagne cette Coupe d'Europe, le lendemain, on rentre, on n'avait pas dormi. Il y a la mairie de Saint-Germain, la mairie de Paris et l'Élysée, où Jacques Chirac nous attend. Et là, c'est assez exceptionnel parce que quand on arrive à l'Élysée, Bernard Lama, qui est le capitaine de Paris Saint-Germain, présente tous les joueurs et présente le staff. Et quand ça arrive à moi, Bernard Lama me présente à Jacques Chirac. On dit voilà, Eric, qui travaille avec nous au staff, qui est champion du monde de kickboxing. Et là, le président Chirac, il me regarde, il me fait mais dites-moi, monsieur Blondel, le kickboxing, c'est comme la boxe française? Je fais non, président, ça n'a rien à voir. C'est une question de règles. La boxe taille, vous avez les coudes, vous avez les genoux. Kickboxing, tapez dans les jambes, vous avez l'anglaise. Mais la boxe française, c'est plus académique, c'est un sport beaucoup plus ancien. Ah bon, je vous souhaite bonne chance. Alors ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que jamais j'aurais pu imaginer que Bernard Lama me présente au président Chirac. Et ça, j'ai trouvé ça d'une classe énorme. Ouais, un truc qui m'est resté. C'est pour ça que Bernard Lama, pour moi, c'est...
pas plus qu'un autre de l'époque, mais par rapport à ce qu'il a fait pour moi, je suis assez reconnaissant. J'imagine. C'était les valeurs dont on parlait au début. Exactement, c'est ça. Et Louis a ce sens-là aussi de ne pas te mettre de côté, de faire de sorte à que tu sois à ta juste valeur, qu'il y ait une certaine reconnaissance. Voilà. L'anecdote que j'avais en tête aussi, il y avait celle-là de Bernard Lama avec Jacques Chirac et celle de Rai et la prime. Est-ce que tu peux en parler? Ah là là. Alors oui, je sais pas où tu as vu ça, mais tu as vu ça. Il y a une année, quand il gagne la Coupe d'Europe, il vient me voir, Rai, il me dit comment ça se passe au niveau des primes et tout. Bah, je dis nous on a ça, ça, ça. Rai, il fait ah bon, ok. Écoute, il me dit je vais voir ce que je peux faire, mais les 2 mecs de sécurité qui travaillent avec toi, je voudrais qu'ils aient quelque chose avec toi. Donc moi je vais dégager une prime, tu auras tant, ce que je voudrais, et le reste tu divises en 2 pour Bruno et pour Jean-Paul. J'ai dit mais attends, moi Rai, je te demande rien, moi je veux pas que les gens ils savent ou il y a un truc quoi que ce soit. Non, mais écoute-moi, moi j'en ai parlé avec les joueurs, ça me concerne particulièrement, ça concerne même pas l'entraîneur ni la direction, ça concerne moi et les joueurs. Et en fin de compte, il a dégagé une prime pour moi et une prime pour les 2 mecs de sécurité qui travaillent au camp des loges avec moi. Parce que moi j'avais multiples casquettes à l'époque. D'accord. Et j'ai trouvé ça, je sais pas, je sais que cette année, on n'est plus dans la sphère du Qatar. Enfin, on ne l'est pas, nous, à l'époque. Mais je sais que cette année, ils ont dégagé, parce que j'ai encore des amis à l'intérieur du Paris Saint-Germain qui travaillent là-bas, et ils ont dégagé une prime de Coupe d'Europe qui leur était destinée. Ils l'ont laissé tomber et ils l'ont donnée à tous les salariés, les joueurs. Hein. D'accord. Donc les salariés se sont partagés, bon, je ne sais pas combien ils sont là-dedans, maintenant 400 ou 500, j'en sais rien, mais c'est bien, ils ont partagé une prime qui était destinée aux joueurs, les joueurs l'auront laissé. Je trouvais ça pas mal. Ça, c'est beau, ça. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, tu es responsable de la sécurité à un PSG qui n'est pas forcément celui d'aujourd'hui. Je parle en termes de supporters. C'est chaud au parc. Très chaud. Quand Paris perdait, c'était dur. Ah, c'était chaud, c'était chaud. Est-ce que tu as des anecdotes forcément, je pense, en termes de sécurité, tu devais être présent, que ce soit au camp des loges ou au parc? Ouais, j'en ai une sévère, parce que il y a Jean-Michel Moutier qui a été directeur sportif à l'époque. Et il a eu des problèmes avec un joueur, avec un joueur qu'il avait mis à l'essai, qui s'appelait Abega, qui venait du fin fond du Cameroun ou du Sénégal, je ne sais pas tellement, je ne me rappelle plus trop. Il avait fait un essai, mais l'essai n'était pas concluant. Et à chaque fois, il revenait à la charge pour menacer Jean-Michel Moutier. Ah ouais. Et c'était au camp des loges. Et un jour, bon, il a fallu que j'intervienne. Et je m'en suis voulu parce que j'ai intervenu comme j'aime pas. Non, t'as compris. Donc, en fin de compte, bon, Jean-Michel Moutier est venu me voir après, il m'a remercié, mais je te remercie, tout ça. Bon. Il était arrivé pour essayer d'en découdre avec Jean-Michel Moutier. C'est un truc, j'ai pas trouvé ça. Mais j'étais obligé d'intervenir. J'ai pas eu le choix, tu vois. J'ai pas trouvé ça vraiment une grande classe, mais bon, j'ai été obligé. Je comprends. Et comment tu vivais les PSG Marseille en tant que responsable de la sécurité? Ah bah, PSG Marseille, c'était. Il faut savoir que les PSG Marseille de l'époque, c'est pas les PSG Marseille d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'était hyper chaud, aussi bien ici que là-bas. C'est pour ça après que par la suite, ils faisaient des arrêts municipaux, C'est ça, ouais. pour arrêter, pour empêcher les supporters de venir, soit les Marseillais à Paris, soit les Parisiens à Marseille, parce que c'était tellement compliqué à gérer. Et pourtant, des fois, il y avait des déplacements quand même. C'était hyper dur à gérer. Il fallait que le résultat soit convaincant. Quand ça se passait mal, tu avais les supporters qui débarquaient au camp des loges. C'était assez chaud. Hein. Ouais. Imagine. C'était assez chaud, ouais, c'était assez chaud. Tout à l'heure, tu nous parlais d'anecdotes de Luis au PSG Marseille où il a commencé à danser. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire face aux caméras? Oui, l'anecdote, elle est simple. C'est-à-dire que ici, je crois qu'on bat Marseille 2-0. Bon, Louis est hyper content et il se lève et il commence à danser comme ça devant la tribune. Bon.
et en regardant bien les supporters de Marseille. Donc en fin de compte, moi tout de suite, réaction, match retour, ça va être compliqué. Bon, mais on venait de gagner, il était content, c'était top. Mais après, quand il a fallu retourner là-bas pour le match retour à Marseille, en championnat, on est en championnat, hein, et ben là, il a fallu gérer différemment. Donc avec la direction, j'ai mis en place un service de sécurité élargi autour de Louis, surtout au niveau c'était des mecs de la police spéciale, un peu, qui étaient venus autour de Louis là-bas. Ils étaient 4-5 à l'hôtel, ils étaient avec moi, au match, ils étaient pas loin du banc de touche, après le match, jusqu'à l'aéroport. Ils nous ont pas lâchés. Parce que Louis avait reçu des menaces et tout, Ah ouais. c'était compliqué, tu vois. Mais bon, ça s'est bien passé. Là-bas, il n'a pas dansé. Il n'a pas Ouais. dansé. Et je crois que c'est le match, on gagne 3-0. Ouais, exact. Avec 2 buts de Ronny, c'est ça? Non, c'était pas, Il y a un c'était but pas de cette Jérôme année-là. Leroy. Ouais, c'est ça. Il y a un but de Jérôme Leroy et je pense qu'il y a 2 buts de Ronaldinho. C'est ça, cette année-là, ouais. Tu as une ascension assez fulgurante parce que tu passes de agent de sécurité à préparateur physique. Tu peux nous raconter ça? Et oui, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une année, le préparateur physique numéro 1, il s'appelle Feliciano Di Blasi. C'est un Italien qui a travaillé au Milan, à la Juve là-bas, et que Louis prend ici pour travailler avec nous au PSG en 2000. Préparateur physique, Feliciano Di Blasi. Préparateur physique numéro 2, Thomas Pavillon, qui est un préparateur physique français de haut niveau. Et moi, qui ai la réhabilitation des blessés, comme je te disais tout à l'heure. Feliciano Di Blasi se chope avec la direction, il le sort sur le champ, en plein milieu de l'année. Louis, il a les boules, il n'est pas content. Mais bon, on est obligé de faire avec. Il a eu des mots, je pense, qu'il n'a pas pu là-haut, bon, peu importe. Thomas Pavillon passe numéro 1 et moi, je me retrouve en préparateur physique numéro 2. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été mécanique parce que Louis n'a pas voulu prendre un préparateur physique en plus en plein milieu de l'année pour perturber un peu les joueurs et tout. Parce que si tu veux, quand ça se passe pas trop mal, tu vois, c'est difficile de mettre une nouvelle personne au staff en plein milieu de l'année. C'est très compliqué, ça. C'est comme ça que j'ai évolué. Et après, par la suite, C'est à quel moment? C'est au moment où la première partie, enfin la première fois où Louis est entraîneur du PSG ou la ah non, seconde c'est fois? la seconde partie. D'accord. C'est la seconde partie. Non, c'est quand il revient en 2000. Ça. C'est ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pardon. Et c'est marrant parce que Louis a toujours voulu me lancer préparateur physique. Étant donné que j'avais été sportif de haut niveau, que j'étais même sportif de haut niveau, que j'avais des connaissances au niveau de l'anatomie, au niveau de la préparation physique. Et voilà. Et après, il a fallu faire une validité d'expérience, comme tu faisais à l'époque, pour pouvoir entraîner. Parce qu'autrement, si tu n'as pas un noir sur blanc pour entraîner, si tu veux, au niveau des papiers, tu ne peux pas être préparateur physique. Donc, j'ai passé une validité d'expérience qui a duré une semaine. Et puis, ça s'est bien passé. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que ma femme, elle me dit toujours, toi, tu arrives par la petite porte, tu termines toujours par la grande. Je ne sais pas comment tu fais. Je sais pas, je sais pas, j'en sais rien. Non, c'est beau pour de vrai. Mais il y a aussi là-dedans beaucoup de chance. Il y a de la chance, il y a le fait de vouloir faire bien les choses et de motiver. Il y a aussi la chance de connaître les bonnes personnes. Et si tu connais les bonnes personnes et que tu sais faire aussi bien que les autres, pourquoi s'embêter? Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est vrai. ça, en fin de compte. C'est vrai. Tu étais préparateur physique en PSG 2000, 2001, 2002, c'est ça, si je ne me trompe Ça s'est pas? arrêté 2002-2003. D'accord. Donc, à cette époque-là, tu avais un phénomène dans le vestiaire, Oui, qui était Ronaldinho. La première année, où je me souviens, c'était une année incroyable. Il venait d'arriver. ouais, C'était pas tout le monde qui le connaissait. ouais. La deuxième année, si je ne me trompe pas, c'est l'année où il revient de la Coupe du Monde, où il est champion du monde. Exactement. Il y a un Ronaldinho avant Coupe du Monde et un Ronaldinho après Coupe du Monde. Est-ce que tu Oui. peux nous raconter un peu tout ça? Il y a un Ronaldinho qui prépare une Coupe du Monde et il y a un Ronaldinho qui vient de la gagner, la Coupe du Monde. Donc, c'est pas la même chose. Et il faut savoir que la première année, il y avait sa mère qui était là, il y avait sa famille qui était là. La deuxième année, ils se sont barrés. D'accord. Ils sont partis parce que, bon, peut-être pour des raisons de famille ou quoi que ce soit. Donc, lui, il était libre par vents et marées la deuxième année. Et Ronaldinho, je le dis, encore une fois de plus, si Ronaldinho avait fait le métier comme un Cristiano Ronaldo, comme un Messi, comme un grand joueur, il aurait été 10 ans Ballon d'Or. Ouais.
10 Ouais. ans, pas 1 an, 10 ans. Ouais. Mais il sortait, il n'a pas bien fait les choses la deuxième année. Euh, il nous a emmerdés. Pour te dire, il nous a emmerdés, mais c'était un joueur d'exception. Il y en a qui diraient que tous les joueurs d'exception sont un petit peu particuliers, sont marginal ou sont durs à gérer, tout ça. Mais bon, mais lui, s'il avait bien fait le métier, c'était le plus grand phénomène de l'histoire du football, c'est sûr et certain. Ouais. Mais après, il y a la tête. Il n'y a pas que les jambes. Hein. Il y a la tête et il y a savoir ce que tu veux faire. D'ailleurs, la deuxième année au Barça, je ne suis pas certain que ça soit bien passé. La deuxième année à Milan, je ne suis pas certain que ça soit bien passé. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, mais il a déconné. Il a bien déconné, crois-moi. Et face à toute cette difficulté avec Ronaldinho, comment vous le gériez la deuxième année? Ah, c'est dur. C'est dur parce que, en fin de compte, il faut comprendre un truc. Tu as un joueur à 30% qui peut te faire la différence de ses capacités physiques, et tu as des joueurs à 100% qui ne donnent rien. Qu'est-ce que tu fais? Donc, mais par contre, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que tu as des joueurs qui sont mariés à l'intérieur. Donc quand on a un qui est à 30%, qui a un phénomène, et qui fait le con dans les hôtels, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on fait quand les autres joueurs, ils parlent, ils rentrent chez eux, ils disent tiens, il a fait ci, il a fait ça, les femmes sont au courant de ce qui se passait, tu comprends? Donc arrivé un moment, deux choses l'une, soit tu tapes dedans et tu dis maintenant t'arrêtes ou je te sors, ou soit tu fermes les yeux. Mais si tu fermes les yeux, tu n'as plus aucune autorité. Ouais. Comment t'entraînes les autres? Leur père, à l'époque, il n'a pas compris ça. Comment tu fais pour entraîner les autres? Les autres, ils vont se dire, bah, moi, je me casse le cul comme c'est pas permis pour faire bien les choses. Ok, peut-être j'ai pas le niveau de Ronaldinho, mais attends, t'en as 11 qui démarrent, t'en as 6, 7 sur le banc, et t'en as qui restent au centre, qui ne font pas partie du voyage. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi ils seraient lésés, eux? C'est vrai. Donc, t'es obligé d'arriver à un moment, montrer un peu les dents, faire comprendre. Mais là-haut, ils ont dit non, mais vous comprenez, c'est notre meilleur joueur, faut pas toucher. Bah oui, il faut pas toucher. Bah, c'est toi qui vas aller les entraîner, les autres. Ouais. Très dur. Ça a été très compliqué. J'imagine. D'ailleurs, ça n'a pas été une bonne année. Hein. Ouais. On a fini en. Je crois que c'était 11e, si Oh, je ne me non, trompe pas. ça c'est très, très mal ça. fini. Avec tous les joueurs que tu as vu Rai, tu as vu George Weah, Ronaldinho, Anelka. même les Argentins, Pochettino, à moindre mesure, qui sont devenus des grands coachs, Arteta. Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner par rapport à leur professionnalisme ou non? J'ai la mémoire d'un joueur qui a été capitaine du PSG qui s'appelle Frédéric Dehu, qui est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême classe, qui n'a pas toujours été compris. Et c'est un mec qui gagne à être connu, croyez-moi. Il est il transmet la bonne parole. C'est un capitaine moi, que je trouve essentiel dans un groupe, même pour les jeunes. J'ai une proximité encore avec lui aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a marqué profondément. Jérôme Leroy m'a marqué aussi énormément. Ouais, grand joueur. Edwin Murati, qui a été international albanais, couloir gauche, avec qui je suis encore en proximité, avec qui j'ai encore une amitié avec lui et son frère Sokol, m'a marqué aussi énormément. Pour moi, si tu me sors un joueur, Bernard Lama, bien sûr, je t'ai expliqué. Rai, je t'ai expliqué ce qu'il avait fait pour moi. Bernard Lama, ce qu'il a fait à la, comment dirais-je, Valdo, avec qui on allait manger chez les uns, chez les autres. Il était très proche de la famille. J'étais très proche d'eux aussi. Quand tu commences à citer des joueurs comme ça, tu as toujours peur d'en oublier un. Parce que tu te dis, quand tu es resté 8 ans dans un club, j'ai eu des proximités avec beaucoup, Jimmy Algerino, tout ça. Dominique Casagrande aussi. Mais il y a un joueur qui m'a marqué par rapport à la qualité physique, par rapport à la qualité footballistique, par rapport à l'explosivité, c'est Nicolas Anelka. D'accord. C'est incroyable. À l'entraînement, il fallait voir. C'est incroyable. C'était même beau à regarder, tellement ça va vite, c'est fluide, tac-tac. Enfin, pour moi, Nicolas Anelka, c'est le top joueur pour moi. Pour moi, fait aussi partie d'un moi, je sais qu'il y en a qui va bientôt m'appeler, qui va me dire que je t'ai raconté. Mais je sais que pour moi, Nicolas Anelka, pour moi, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir.
dans la personnalité, dans ce qu'il peut dégager, dans sa façon de jouer, quand il a décidé d'effacer en un contre un, il ne faut pas aller le chercher. Hein. Ça, après, est-ce qu'il a fait la carrière qu'il aurait dû faire? Est-ce que il a fait une belle carrière quand même? Ouais, Hein. Quand quand tu joues même. à Chelsea, Quand au même. Real de Madrid, Ouais, Paris Saint-Germain, Arsenal, ouais, excusez-moi du peu. Hein. exactement. Exactement. Malheureusement, qui a été incompris. Tu parlais de Frédéric Dehu, malheureusement, qui a quitté le PSG, c'est mal terminé, alors que ça a été un très très Ouais. bon joueur du PSG. Je me souviens l'année où ils ont gagné la Coupe de France. Et moi, je suis Où, parti. ouais, tu Moi. étais déjà parti à ce moment-là, Moi, je mais suis parti, mais je ouais, sais que c'est chaud. c'est dur, ouais. Et ce qui s'est passé, c'est pas bien. Ouais. Parce que Fred Dehu, c'est un mec bien. C'est pas un traître. C'est un mec bien. Lui aussi, je pense qu'il a eu une mauvaise gestion à niveau sur le plan média, je pense, à l'époque. Il n'a pas été bien compris, même incompris totalement. Mais c'est quelqu'un de juste, franchement. Je voyais ça de loin parce que moi, j'étais sorti déjà à l'époque. Ouais, Hein, je crois qu'il gagne 2003-2004. c'est ça, Et nous, exactement. 2002-2003 avec Louis, nous, on n'est plus là. Et l'année où on arrête, nous. Je crois que derrière, avec Vaïd, il gagne la Coupe de France, c'est Il y ça. a une Coupe de France, c'est exactement. Ou l'année d'après, je me souviens Ou plus. l'année Ouais. d'après. Mais Fred est dedans. Ouais. Et c'est l'année où il s'en va, je pense, après Exact, derrière. ouais. Il part à Il Marseille. Ouais. part à Marseille. Mais il y en a plein qui sont partis à Marseille, qui sont revenus à Paris. Jérôme Leroy, d'ailleurs. Il a fait 2 fois les retours. Ça. Lui, il a fait 2 fois les retours. Bah, c'est simple, je vais te l'expliquer comment ça s'est passé. Il est à Marseille, il est formé au Paris Saint-Germain, il joue au Paris Saint-Germain, il est à Marseille. Et Louis, il me dit, on est en 2001, 2002, moi, je sais plus. Et il me dit, il a une discussion comme ça avec ses adjoints, et puis il dit, il me faut 2 excentrés. Donc à l'époque, il prend Stéphane Pédron à gauche et Jérôme Leroy à droite. Et moi, je suis en contact avec Jérôme. Il me dit, t'es en contact avec Jérôme? Je dis, ouais, je suis en contact avec Jérôme. Bernard Tapie est revenu à Marseille comme directeur sportif, comme conseiller à l'époque, dans l'ombre. Ouais. Et moi, j'appelle Jérôme, je dis, comment c'est que tu joues pas à Marseille? Bah, je sais pas, ils m'ont mis à la cave et tout. Tu reviendrais, moi, si j'arrive à te refaire venir? Parce que Louis, il voudrait te faire venir. Et là, il me dit, Jérôme, il me dit, oui, mais ça risque d'être compliqué quand même. Et en fin de compte, on a réussi à le refaire venir. Louis a réussi à le refaire venir. Il est revenu. Il a fait une saison extraordinaire. Tu vois bien ce qu'il fait comment dirais-je, au stade Vélodrome. Pardon, au stade Vélodrome, c'est lui qui marque 2 fois. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il marque sur. C'est vrai que il tape à droite, le gardien est excentré à droite et il n'a pas vu comment il s'appelait ce gardien de but là. Je ne sais plus comment il s'appelait. Je me souviens plus. Tu sais, quand il fait semblant de centrer et qu'il frappe. Ouais, c'est des ça, 35 mètres c'est excentré à le droite. gardien serbe, Rogneux. Oui, Voilà, c'est ça, ça, ouais. c'est ça. Après, il claque, il met et Ronaldinho. Jérôme, il en met 2 là. Et d'ailleurs, il fait une très belle année là avec nous. C'était une bonne année. Et puis Stéphane Pédron, qui venait de Lorient, il me semble. Lens, si je dis pas de bêtises. Lens, ouais. Peut-être. Et qui revient. Il avait pris 2 excentrés, ça s'était bien passé. Ouais. Un grand joueur, Jérôme Leroy. Ouais, grand joueur de football. Ouais. On va revenir sur toi, parce que le podcast, il est quand même sur toi. Tu quittes malheureusement le PSG parce que Luis Fernandez est viré. Donc, c'est l'équipe de Luis qui part, en gros. Bah, on a tous dégagé. Parce que quand Vaïd il arrive avec son préparateur physique qui est Cyril Moine, qui est aujourd'hui en équipe de France. Il arrive avec Baron Kelly, qui est son adjoint. Et il prend entraîneur des gardiens Dominique Leclerc, qui est à l'intérieur avec nous déjà, mais il les a connus à Nantes. Donc, si tu veux, bon, moi, à un moment, ils me disent voilà, Eric, on voudrait te parler, on voudrait pas que tu partes, mais on voudrait que maintenant que tu fasses ça, ça et ça. Je fais pardon. Je fais, on m'avait fait un avenant parce que maintenant je suis préparateur physique et maintenant tu veux que je redescende, il y en a hors de question. Donc ça s'est terminé par une rupture conventionnelle. Je suis parti. Et Louis est parti aussi. Et par la suite, on est parti au Red Star. On est resté 1 an là-bas au Red Star pour essayer de les aider, si tu veux. C'était en quelle division? Je crois qu'ils étaient en National ou Ligue 2 à ce moment-là. Pas, je crois qu'ils étaient en DH à l'époque. Ah ouais? Ils étaient en DH, ils étaient tombés. Premier entraînement, j'ai 45 joueurs à l'entraînement. Il fallait sélectionner. Il y avait eu un grand plan média là-dessus où Louis avait fait un gros truc. Et puis, Éric Charrier était le président, Michel Moulin était directeur sportif, Louis était conseiller, moi j'étais préparateur physique. Et le regretté Asdine Melegati, qui était entraîneur. Et moi j'étais préparateur physique là-bas. Asdine est décédé il y a 2-3 ans. J'ai eu beaucoup de peine quand Asdine est décédé. Il avait entraîné Istres et tout en Ligue 2. C'était un bon entraîneur. On a travaillé ensemble pendant 1 an. Et puis voilà, et puis ça restait qu'1 an parce que ça n'a pas marché.
On n'avait pas de moyens, si Ouais. tu veux, tu vois, donc on est parti. Voilà. J'ai vu, avant d'arriver à Saint-Étienne, tu pars au Moyen-Orient, tu pars Oui. un peu à l'étranger. Comment ça se passe? Avant de alors, ça se passe comme ça. Louis me téléphone, il dit voilà, j'ai un contact avec Al Rayyan au Qatar. Tu Ça, suis? Bah, je dis oui, si tu veux bien. Ouais, bien sûr, moi je suis. Moi, si tu pars, je pars, il n'y a pas de souci. Donc on est parti là-bas au Qatar. Ça s'est passé moyennement. On était entraîneur d'Al Rayyan. Il y a le Qatar d'il y a 20 ans, ouais, pas le Qatar d'aujourd'hui, hein. exactement, ouais. Donc c'était un petit peu plus compliqué, même si on est très très bien reçu par eux là-bas. Attention, il ne faut pas non plus très très bien reçu à tout niveau. Mais c'était particulier, c'était pas très football. Et Louis, ça lui manquait quand même un peu. Nous aussi, il n'y a personne dans les tribunes et tout. C'était un peu compliqué. Tu vois, c'est particulier le Ouais, Qatar. il y a peu de clubs en plus. Ah, puis ils se rencontrent 3 fois, C'est il y a des ça. playoffs. Enfin bon, c'est un gros bordel. Et on est parti au Bétar Jérusalem. Alors là, ça a été le grand écart. On est parti de l'autre côté. Et puis au Bétar, quand on les prend, je crois qu'ils sont 6e et on termine européen. Et là, c'est pareil, il y a Louis, Tiburce Darou et moi, préparateur physique. Et là-bas, si tu veux, on termine 3e, 2e ou 3e, j'ai vu, mais on fait la Coupe de l'UEFA. Et Louis s'est dit, écoute, moi, je ne veux pas rester, je vais partir. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, on s'en va, qu'est-ce que tu veux? Bon, on avait un contrat de 2 ans, on l'a rompu au bout d'1 an. Et après, par la suite, ils prennent Mataos et Ouais, ils sont champions d'Israël. d'accord. Ils sont champions d'Israël avec le travail qu'on avait fait nous. Mais enfin bon, c'est pas grave. Parce qu'on avait fait Si tu veux, quand on est arrivé là-bas, il faut savoir que les mecs, à une collation, on bouffait des gâteaux au miel. Au Qatar, pareil. T'arrives, ils connaissent rien. Ils bouffent des gâteaux au miel, des sandwichs, des merdes, des gâteaux plein de beurre. Je dis quoi ça? Moi, je suis arrivé, j'ai dit bon, allez, faut virer tout ça. Il faut des gâteaux secs, des fruits secs, du lait, des laitages. Il ne faut pas ces merdes, du fruit, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais des deux côtés, aussi bien au Qatar qu'en Israël, ils n'avaient aucune notion de ce qu'était une collation, tu vois. Et puis voilà, bon, c'était une bonne expérience, hein, faut pas non plus. C'est une bonne expérience. Mais c'est pas très football, tu vois. Ouais, j'imagine. J'imagine. Ensuite, tu me diras si, il y a un trou, mais tu pars à Saint-Étienne et tu vas au conseil d'administration. Non, je ne vais pas à Saint-Etienne, je vais à Cannes. Tu vas à Cannes, d'accord. Ouais, je pars préparateur physique à Cannes. Euh, Là, C'est en quelle division? Je crois Cannes, ils sont en national à ce moment-là? à l'époque, ils sont en national. Ouais, Ils visent la montée en Ligue 2. Entraîneur Michel Dussuyer, je reste 1 an là-bas. Il y a un contrat de 2 ans, mais entraîneur Michel Dussuyer. Entraîneur des gardiens André Mitrano. Moi, préparateur physique. Et là-bas, on a un contrat de 2 ans, mais on reste qu'1 an. Parce on avait un président qui s'appelait Leiner et Scotto. Leiner et Scotto, c'était Saint-Marina, les pompes, là, tu sais, les chaussures. ouais, C'était les présidents. Bon, ils ne connaissaient pas grand-chose au football, c'était sympathique, mais bon, c'était compliqué. Il fallait faire comprendre des choses et tout. On n'avait pas de joueurs. Enfin, c'était la fin de carrière de Patrice Carteron, qui est passé ouais. entraîneur par la suite, que j'avais là-bas, qui était mon relais, moi, parce qu'il était capitaine et défenseur central. Et moi, j'avais une belle proximité avec lui, donc c'était mon relais du vestiaire. Et là-bas, on avait avec la mairie de Cannes, qui était à l'époque le maire Bernard Beauchamp, qui est décédé aussi, lui, que Dieu ait son âme. Ils avaient un projet de monter en Ligue 2, mais malheureusement, on n'a pas eu les moyens de le faire. On a fait avec les joueurs qu'on avait, on a réussi à faire venir un joueur ou deux, mais j'avais Fouad Kadir, qui était un joueur, Michael Poté, Fouad Kadir, qui était un joueur qui est monté première division à Valenciennes et à Amiens, Carteron, dans les buts, c'était un joueur que j'avais au Paris Saint-Germain, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui aussi, s'il m'écoute, il va être content. Bon, peu importe. Mais bon, voilà, on n'a pas eu les moyens, si tu veux, qu'on aurait dû avoir pour monter en Ligue 2. Tu vois. D'accord. Parce que même au niveau des infrastructures, c'était compliqué. Des fois, on n'avait pas de terrain. Enfin, Ah ouais. des terrains d'entraînement. C'était compliqué. Pourtant, c'était un gros club, Cannes, hein. Ça Zidane a a commencé été là-bas. avant. Zinedine Zidane a Bien commencé sûr. là-bas. Zidane, Ouais, Luxin, exact. Louis s'est entraîné là-bas, tout ça. C'était un gros truc. Louis, il y retourne pour leur filer un coup de main. Il leur dit, moi, je vais vous monter un staff qui tient la route. Quand il met du Soli à Mitrano et moi, on a tous de l'expérience et pour pouvoir les aider à monter, mais tu sais, je veux dire, quand t'as pas de joueurs, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand t'as pas les joueurs qu'il faut, c'est compliqué. Hein. Après, je suis parti à Saint-Etienne. Ouais. Et là, c'est une ascension fulgurante parce que tu passes au début, on est responsable de la sécurité à PSG.
Et là, tu deviens par la suite, pas immédiatement, mais conseiller du C'est président. toujours le grand écart. Hein. Oui. Raconte-nous. Bah, moi, c'est simple. Quand je me retrouve à travailler à Saint-Étienne, Bernard Cayazo, qui est le président de la Saint-Étienne, il faut savoir qu'à Saint-Étienne, il y a deux présidents. Il y a Bernard Cayazo et il y a Roland Ouais, c'est Remeillet. exact. Tu as un régional de l'étape qui est Roland Remeillet, puis tu as un parisien qui est Bernard Cayazo. Et tu as un bureau à 22 avenue de la Grande Armée, et puis tu as le siège là-bas à l'Étra, Ok. à Saint-Étienne. Il faut savoir qu'à l'époque, Bernard Cayazo est beaucoup plus aux instances du football, parce qu'il est à la Ligue aussi, et Roland Remeillet est à l'opérationnel au club. Oui, mais ils ne s'entendent pas très bien. Savoir que tout le monde pensait que ça allait, mais ça allait pas trop. Ils ne s'entendaient pas très bien. Bernard faisait de sorte à que ça se passe bien, mais Roland, de l'autre côté, pas trop. Voilà. Donc c'était un peu compliqué. Et si tu veux, moi, il se retrouve sur des conseils d'administration avec des gens qui connaissaient pas trop le football, donc il me demande de rentrer au conseil d'administration avec lui. Mais si je rentre au conseil d'administration avec lui, je suis une voix à lui. Parce que tu sais très bien comment ça se passe, les conseils d'administration. Donc, tu avais les mecs à Romeillet d'un côté, tu avais les mecs à Cayazo de l'autre côté, dont je faisais partie. Donc, je suis passé administrateur là-bas. Il faut savoir qu'après, donc ça s'est passé comme ça pendant 6 ans. Il faut savoir que dans les conseils d'administration, j'intervenais des fois. Et des fois, Christophe Galtier était au conseil d'administration, qui était l'entraîneur. Et un jour, en sortant du bureau, il me dit Eric, je voudrais t'appeler. Ah, j'étais à mon téléphone, Christophe, tu m'appelles quand tu veux. Et je suis en voyage à l'étranger et je reçois un coup de fil de Christophe Galtier qui me demande si l'année qui suit, je ne veux pas venir travailler avec lui comme team manager. J'ai dit, ouais, d'accord, mais comment tu vois ça? Il me dit, voilà, il me manque quelqu'un qui a de l'expérience, qui vient d'un autre sport, qui a de l'expérience, qui a une certaine personnalité que je dois avoir, entre guillemets, pour pas pour rester dans l'humilité. Et si tu veux, il me nomme team manager là-bas, mais c'est un rôle particulier, c'est-à-dire que il faut un commandant de batterie au staff. Ouais. À l'intérieur, il faut faire ce qu'on appelle un règlement intérieur avec un système d'amende. D'accord. Il manquait d'autorité autour de lui. Et lui, il était en fin de parcours à Saint-Étienne. Ça faisait déjà au moins 6 ou 7 ans qu'il y était. Ça fait un moment. Il en avait un peu marre. Donc, je suis arrivé là-bas. On a fait un super boulot. D'ailleurs, on a joué Manchester United en Coupe des Coupes. On a perdu. En Coupe de l'UEFA. Coupe de l'UEFA, ouais, c'est ça. Ouais. On a perdu. Je crois qu'on perd 1-0 là-bas, mais on en prend 3 à domicile. D'ailleurs, Pajot, il en a une au début du match. Bon, malheureusement, elle est partie au-dessus. Et si tu veux, ça s'est très bien passé avec Christophe. On a fait du bon boulot. Tu vois, j'ai eu aussi une belle aventure avec lui. Ça s'est très bien passé. C'est en quelle année que tu es arrivé là-bas? Alors, je suis arrivé là-bas en 2018. Non, en 2016. Je suis arrivé là-bas en 2017 et je suis parti en 2019. Ok. Voilà. Donc, je suis resté 2 ans et demi et je suis parti. Et parce que pourquoi je suis parti? Parce que, si tu veux, là-bas à Saint-Étienne, ils ont changé d'organisation. Christophe étant parti, ils avaient venir Oscar Garcia avec un staff espagnol avec qui j'avais travaillé, je m'entendais bien. Et puis, Oscar, il est parti au bout de 4 matchs, ça s'est mal passé. Ils ont mis Julien Sablé. Et arrivé à un moment, Gasset est arrivé. Mais il faut savoir que Jean-Louis Gasset, quand il arrive, c'est moi qui le fais venir. Ça veut dire que quand j'étais toujours au conseil d'administration, quand j'avais mon rôle de team manager, ils avaient mis Sablé. Sablé n'avait pas le diplôme et il fallait un numéro 2 d'un certain niveau. Donc moi, ayant travaillé ici avec Jean-Louis au Paris Saint-Germain, je l'ai appelé, je lui ai dit, dis-moi Jean-Louis, ça t'intéresserait de venir travailler à Saint-Étienne avec moi? Et il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais pour être l'adjoint de Julien Sablé. Alors il me dit, tu sais, adjoint de Sablé, ouais, bon, mais il faut voir. Mais sache un truc, c'est qu'avec Laurent, on doit partir à l'AS Roma, Laurent Blanc. Et il me dit, laisse-moi 48 heures. Il me rappelle au bout de 48 heures, il fait, en fin de compte, l'AS Roma, ça se fait pas. Je veux bien essayer de vous filer un coup de main à Saint-Étienne. Donc j'appelle Cayazo et Romeillet et ça match. En fin de compte, on le fait. Donc Jean-Louis vient. Et puis, ça se passe très bien. Mais il faut savoir que ça se passe très bien parce que au mercato d'hiver, il fait venir Mvila, Paul-Georges Ntep, Debuchy et Subotic en défense centrale qui venait de Dortmund. Donc, c'était plus du tout la même équipe. Il y en avait un sur chaque ligne qui avait un certain niveau, tu vois, qui avait une expérience.
Et donc, ça se passe relativement bien. On termine à 1 point ou 2 de la Coupe d'Europe, alors qu'en fin de compte, quand il apprend, on est 16e ou C'est ça, ouais, 17e. exact. C'est le championnat à 20 clubs à Ouais. l'époque. Et voilà. Mais après, ils ont fait venir un mec qui s'appelait Frédéric Paquet, qui était directeur général. Ils ont viré Michel Saez, qui était directeur général. Ils ont fait venir Frédéric Paquet, qui était directeur général. Le premier truc qu'il a fait, il m'a viré. Ah ouais. Le premier truc qu'il a fait, il a dit, écoute Eric, je voudrais changer d'organisation. Il s'est rendu compte que j'avais peut-être trop de pouvoir. J'étais proche de l'entraîneur, j'étais proche du président qui était à Paris, j'étais proche de... Bon, j'avais mis un peu en place certaines choses et ça lui a foutu les boules. Tu vois. Et donc, moi, je ne m'entendais pas du tout avec lui, donc il m'a sorti. Il faut savoir que lui, 6 mois après, ils l'ont viré. Donc, tu parles. Alors, moi, comme j'aurais dit un jour après, j'ai dit, mais moi, je suis resté 10 ans avec vous. Vous avez pris un mec qui m'a viré dès qu'il est arrivé. 6 mois après, vous l'avez sorti. Tu parles d'un intérêt. Je veux dire, vous avez été costaud là-dessus quand même. Donc, voilà, des trucs aberrants. Des trucs football. C'est C'est des trucs dans le ça. football, Ouais. des fois, tu n'y comprends rien. Donc, Exactement ça. Et quelle était la suite après Saint-Etienne? Qu'est-ce que tu as fait? Après Saint-Etienne, moi, c'est simple. J'ai commencé à m'orienter vers, c'est ce que je fais aujourd'hui, vers des séminaires et je fais des team building. Donc j'amène mon expérience dans des entreprises, j'amène mon expérience dans des clubs ou même des clubs amateurs et j'arrive à leur amener mon, mon- mon parcours pour leur amener le goût du sacrifice, le goût de l'effort et leur montrer surtout comment gérer les équipes. Parce que tu peux faire des séminaires pour des entreprises, mais ils adorent prendre des anciens sportifs qui ont une certaine réussite pour pouvoir gérer les équipes. Faire de sorte que tes équipes soient motivées pour aller travailler, faire de sorte que tes équipes soient toujours avec une certaine ponctualité, toujours avec l'envie, l'enthousiasme. Ça, c'est important, l'enthousiasme. Parce que quand tu viens travailler le matin et que tu n'es pas enthousiaste, tu ne fais pas du bon travail. C'est vrai. Et ça, bien souvent, les gens qui dirigent n'ont pas compris ça. Les coups de bâton, ça marche plus. Ça. Il faut de l'enthousiasme, il faut de la bonne parole, il faut une main tendue, il faut une bonne épaule et tout ça. C'est très important, je trouve. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, Eric. Avant de te laisser le mot de la fin, j'aimerais juste te poser une petite question. Ça, c'est qui aimerais-tu voir sur le podcast Les Anciens à ta place? Moi, je voudrais bien voir Luis Fernandez ici. Avec plaisir. Parce que Luis, je lui dois beaucoup. C'est quelqu'un qui a compté dans ma vie professionnelle et dans ma vie d'homme. Et c'est quelqu'un, franchement, que je voudrais bien voir dans le podcast des anciens. Ici. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour cette tasse, parce Avec que cette plaisir. tasse, elle est magnifique. Et je la garderai toujours. Voilà. Merci. Bon, maintenant, avant de te laisser la parole, pour les auditeurs et téléspectateurs, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, etc. Et je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire, un conseil à donner. La caméra. C'est quelle caméra? Celle-là. Là, Vas-y. le truc le plus important pour moi, qu'importe ce qu'on fait dans la vie, il faut rester dans l'humilité. J'ai toujours pensé à un truc très important, que l'ego divisait et que l'humilité rassemblait. Bonne journée, mes amis. Merci beaucoup, Eric. Au plaisir. Merci beaucoup. Hein. C'était un bon moment. Merci. Merci à toi.